Imavov, à quelques jours du plus gros combat de sa carrière, retour sur les événements du week-end, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Nassourdine Imavov a déclaré qu'il a toujours voulu affronter Israël Adesanya et qu'il lui est très reconnaissant d'avoir accepté ce combat, alors qu'au stade où il en est dans sa carrière, il ne pourrait faire que des money fights, comme on dit. Ça prouve d'après lui la très bonne mentalité du Nigérian. Et puis dans l'octogone, il s'attend à affronter un très bon Adesanya. Il en veut pour preuve sa dernière apparition, face à Dricus du Plessis donc, combat que d'après lui il dominait, jusqu'à ce qu'il se fasse malheureusement soumettre, comme vous le savez. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait des récentes déclarations de Brendan Allen concernant leur combat qui a eu lieu l'année dernière à l'UFC Paris. Alors il faut savoir que Nassourdine, il n'était pas du tout au courant de cette histoire. Il a donc demandé aux journalistes de lui en dire plus. Vous savez, j'en ai parlé ici. Ça concerne tout ce qu'il a déclaré sur les tests antidopage juste après la pesée, etc., etc. Sa réponse, elle a été plutôt simple. Il aurait dû garder ça pour lui. De toute façon, personne n'arrive à 100% le jour du combat. Et lui, par exemple, lors du premier UFC Paris, il s'était fait contrôler par la commission, alors que son adversaire ne l'avait pas été. Et puis on lui a aussi fait remarquer que dans la course à la ceinture, dans sa catégorie, Khamzat Chimaev est très bien placé. Le title shot lui semble même promis, mais il pense, lui, Imavov, qu'avec une très grosse performance, il pourrait tout de suite avoir sa chance pour le titre. Il explique qu'il est sur 4 combats en un an, 2 contre des top 10, 2 contre des top 5. Il n'a jamais refusé personne et il sait que l'UFC aime beaucoup ça et pourrait pourquoi pas lui renvoyer l'ascenseur. Pour rappel, le combat ça a lieu samedi soir et ça va être à heure française, donc pour nous ça va être un vrai régal. Pour Sean Woodson, 13-1-1 en carrière, l'année 2024 fut bonne, voire très bonne même, avec 3 victoires. Il a d'ailleurs pour ambition de combattre à 3 reprises tous les ans et avec 3 succès cette année, il estime qu'il pourrait se retrouver à 2 combats d'avoir sa chance à la ceinture. Il a assuré garder une très bonne forme entre les combats pour ne pas louper d'opportunités, comme ça a pu malheureusement lui arriver par le passé, mais surtout parce qu'il vieillit et que ça facilite les pertes de poids, forcément. Comme vous le savez, lui, c'est un très gros gabarit pour la catégorie. Il a été très honnête, si un jour il sent qu'il ne peut plus faire le poids, il n'hésitera pas à monter chez les poids légers. Actuellement, il est sur 7 combats sans défaite et il estime donc être en mesure de demander un adversaire. Et pour le coup, il aimerait affronter Giga Chikadze pour un retour, pourquoi pas au mois d'avril, ou au moins pouvoir se voir offrir par l'UFC un adversaire classé dans le top 10. Toujours à l'UFC, Islam Makhachev serait intéressé par un combat avec Justin Gaethje. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il est beaucoup plus motivé par un combat contre un adversaire qu'il n'a jamais affronté, plutôt que de reprendre Oliveira ou Tsarukyan, alors il les a déjà affrontés et battus. Bien sûr, il le dit aussi, tout va dépendre de la performance de Gaethje dans son prochain combat, face à Dan Hooker donc. Dans la plus petite catégorie chez les flyweight, Alexandre Pantoja, on le sait, tout porte à croire qu'il va affronter Kai Kara-France, qu'il va défendre sa ceinture face à Kai Kara-France. Et il semblerait que le combat soit ciblé pour l'UFC 314 et que ce serait un co-main event. Ça devrait donc venir assez rapidement. La semaine dernière, je vous disais que Marvin Vettori nous donnait quelques indices sur un potentiel retour qui pourrait avoir lieu prochainement. Eh bien, c'est fait, c'est signé. Il va faire une revanche contre Roman Dolidze. Il avait déjà battu Dolidze à la décision il y a quelques années. Et puis, d'après lui, tout portait à croire qu'il allait affronter Roman Kopylov. Finalement, c'est une revanche contre Dolidze. C'est un combat personnellement que je n'ai pas vu venir. Contre Kopylov, je voyais peut-être même un peu plus de sens. Mais là, une revanche à ce stade-là de leur carrière, à l'un comme à l'autre, personnellement, je suis un peu déçu, même si on pourrait, pourquoi pas, avoir un très beau combat. Dricus du Plessis, je vous parlais de lui la semaine dernière parce que Sean Strickland lui avait proposé un pacte. On reste debout, pas de takedown, pas de sol. Et puis on en découd avec les pieds et les poings. Dricus du Plessis lui avait répondu que les lions ne font pas de pacte avec les hommes. D'ailleurs, on en reparlera dans la minute auditeur de cette sortie. Et là, il est revenu là-dessus, Dricus du Plessis, en expliquant que si tu veux faire un pacte pour rester debout, tu n'as qu'à aller faire de la boxe. Moi, je suis pas là pour faire des pactes. Je suis là pour gagner.
Il s'est aussi exprimé sur Islam Makhachev, hein. Vous le savez, Makhachev a déjà fait savoir qu'il se verrait, pourquoi pas, dans le futur, monter chez les poids moyens, monter de 2 catégories donc, hein, de passer des moins de 70 aux moins de 84, ce qui semble énorme. Alors Dricus du Plessis il respecte beaucoup son choix, mais il estime que pour l'instant il n'a pas mérité de le faire, que ça ne fait aucun sens pour lui Dricus du Plessis, mais aussi pour Islam Makhachev. Mais s'il y a un moment dans leur carrière où aucun des deux n'a un challenger clair, alors pourquoi pas, il pourrait affronter Makhachev. Maintenant, il le dit, Makhachev, je sais qu'il s'entraîne avec des poids moyens, mais il fait ça à la salle. Il n'y a qu'un seul champion du monde, et c'est moi. De toute façon, je suis plus puissant que lui dans toutes les situations. Je sais que c'est quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est très lourd, mais moi aussi je suis très lourd. C'est peut-être un gros poids léger, et moi je suis un gros poids moyen, et ça fera toute la différence. Puisqu'on est chez les poids moyens, on y reste avec Khamzat Chimaev. Il pense qu'il affrontera le champion de la catégorie au mois de mai ou au mois de juin et qu'il pourrait revenir défendre sa ceinture dès le mois d'octobre à Abu Dhabi. On le sait, Chimaev, c'est encore compliqué d'aller combattre aux États-Unis pour l'instant. Avec au moins 2 événements par an à Abu Dhabi, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils vont en développer dans cette partie du monde. Je pense que c'est quelque chose de faisable. On a Chase Hooper, lui aussi, qui nous laisse quelques indices et il semblerait qu'il va prochainement annoncer un combat qui devrait arriver. Et il explique que ce sera un gros pas en avant dans sa carrière, mais que de toute façon, c'est le moment de le faire. Arman Saroukian, on le sait, il a déclaré forfait face à Islam Makhachev le week-end dernier. Sachez qu'il a dépensé 55 000 dollars pour son camp d'entraînement. Alors maintenant, c'est un secret pour personne. Il semblerait qu'il vienne d'une famille très riche, qu'il n'ait pas besoin de l'argent du combat pour vivre. Il a donné un peu le détail. Il avait 15 personnes avec lui tout au long de son camp d'entraînement, 11 sparring partners et 4 coachs. Il dit que 2 semaines de camp, ça lui coûtait 20 000 dollars. Un mois, ça lui a coûté 40 000 plus les billets d'avion, plus le salaire de ses coachs qui lui ont coûté entre 15 et 16 000. On arrive donc aux 55 000 dollars, tout ça pour déclarer forfait. Je peux comprendre qu'il est très mauvaise. Une autre rumeur maintenant, il semblerait que l'UFC va retourner à Dallas, au Texas, et que ce serait le moment parfait pour Kamaru Usman de revenir dans l'octogone et d'y être main event, même si ça n'est qu'une rumeur pour l'instant. On avait parlé, je crois, il y a quelques semaines d'un potentiel Diego Lopez contre Yair Rodriguez en main event de l'UFC Mexico. Apparemment, Rodriguez est blessé et ce serait plutôt un Lopez contre Josh Emmett. Toujours un très gros combat pour Lopez dans les deux cas. Et Josh Emmett, ça commence à faire un moment qu'on l'a vu. Battre Lopez, ça lui permettrait de rester dans les discussions très intéressantes. C'est signé cette fois, Nikita Krylov, 29-9 en carrière, va affronter l'ancien prétendant à la ceinture, celui qui est passé tout proche de battre John Jones, Dominique Reyes. Ça va avoir lieu le 12 avril à l'UFC 314 à Miami. Reyes, il est sur un 14-4 en carrière. Les droits de diffusion de l'UFC vont bientôt arriver à leur terme. Je crois que c'est prévu pour la mi-avril. Et peut-être que Netflix serait très bien placé pour les récupérer. Apparemment, aux États-Unis, Netflix diffuse déjà la WWE, le catch. L'UFC et la WWE, ça fait partie de la même maison mère maintenant. Donc les rumeurs vont bon train, mais ESPN peut-être perdrait le contrat et on passerait chez Netflix. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose pour nous en France. Actuellement, c'est sur RMC Sport. Ça fait une très belle formule parce que RMC, j'ai pas de part chez RMC, hein, mais vous avez le One, vous avez énormément de sports de combat chez RMC. Donc ça permet de n'avoir qu'un seul abonnement. Est-ce que ça passerait sur Netflix aussi en France? Pour l'instant, pas d'informations. Dans la dernière émission, je vous disais que Sandhagen poussait pour avoir un combat face à l'ancien champion Sean O'Malley. Ce n'est pas si impossible que ça. Le scénario pour l'instant serait que Merab Dvalishvili, le champion, affronterait peut-être Petroyan. Et dans ce cas-là, O'Malley et Sandhagen pourraient s'affronter dans ce qu'on pourrait appeler une demi-finale. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'UFC pour l'instant. On passe à tous les événements qui ont eu lieu ce week-end, on va au moins les évoquer. Et je commence par la draft du GFL, on connaît maintenant les équipes. Je vous affiche à l'écran une par une, n'hésitez pas à mettre pause pour voir le détail. Mais dans la team Los Angeles, on a Frank Mir et Andrei Arlovski. On a aussi Rashad Evans, Tony Ferguson, Sage Northcutt, Uriah Faber. Vraiment, les anciens de l'UFC sont surreprésentés. On a même Uriah Hall, je vous laisse regarder ça. Et je passe à l'équipe suivante, l'équipe de New York. Alexei Oleinik en poids lourd, Ovin Saint-Preux chez les lourds légers, Chris Weidman, Dylan Dennis, que vraiment on n'a pas vu venir, hein, on en a parlé dans la dernière émission. On a aussi Kevin Lee, donc on pourrait avoir une revanche Kevin Lee chez les poids légers face à Tony Ferguson. Ferguson avait soumis Kevin Lee à l'UFC, ça serait quand même assez drôle de voir ça. On a aussi Holly Holm.
Au Brésil, Fabricio Verdum sera de la partie. On a aussi Mauricio Shogun Rua, Renan Barao, Rafael Assunção. C'est vraiment impressionnant, ça va être une ligue de vétérans quasiment. Espérons que les vétérans ne fassent pas face à de jeunes loups affamés, comme je le dis souvent, et que ça se passe très mal pour eux. Mais si on a des combats de vétérans, c'est vrai que ça peut être quand même assez intéressant. Pour ce qui est de l'équipe Miami Junior Dos Santos, Robelis Depeng, Thiago Santos, c'est vraiment hallucinant, Gleison Thibault, Yoel Romero, Anthony Pettis, Jérémy Stephens, justement, on va en reparler juste après. Alors je comprends pas trop, et là il y a vraiment, faut que le GFN m'explique. Stephens, bon je vous spoil ce qui va se passer dans 30 secondes, il a battu Eddie Alvarez ce week-end au Barnacle. Il a demandé un combat contre McGregor, donc comment c'est possible qu'il soit au GFL? À part si le GFL lui prend seulement 6 mois de l'année, il l'autorise ensuite à retourner au Barnacle. Mais pour les deux ligues, ça peut être très dangereux. Stephens peut se blesser au GFL, il peut se blesser au Barnacle, même si Stephens perd de manière vraiment marquante, d'une grosse façon au GFL, sa cote va baisser au Barnacle. C'est quand même assez particulier, je trouve. On a aussi la team Dubaï, Todd Duffy. Alors lui, si vous n'avez pas longtemps devant vous, que vous voulez voir des KO, allez voir les combats de Todd Duffy. Il en mettait ou il en prenait, mais ça se passait toujours au premier round. C'est un vrai vétéran. Luke Rockhold. Alors Luke Rockhold, on en reparlera cette semaine. Mais en fin de semaine dernière, il nous a parlé d'un combat de boxe anglaise qui est arrivé en 2025. Finalement, il se retrouve au GFL. Encore une fois, c'est très très flou. La team Dubaï, on a aussi Tyrone Woodley, Derek Bronson, franchement impressionnant. Et puis à Londres, Alex Gustafsson, pardon, Tyner Bowser, Benson Henderson, vraiment je vous laisse regarder ça. Gerard Moussassi qui se plaignait de ne pas être assez actif au PFL, le voilà arrivé au GFL. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. C'était tout pour le GFL et n'hésitez pas à retourner voir hein, les petits visuels que je vous ai mis à l'écran. Je vous parlais de Stephens. Ce week-end, il s'est imposé face à Eddie Alvarez au Barnacle, un magnifique KO. Bien joué de sa part. La salle était pleine à craquer, c'est un record d'ailleurs. Hein. Ils avaient 17 000 personnes qui étaient présentes dans le stade, dans la salle, excusez-moi. Ça a été un sacré événement. Forcément, après le combat, il a demandé à affronter McGregor. Bon, bah, McGregor, comme d'habitude, oui, je suis intéressé. De toute façon, il est intéressé partout. McGregor a même déclaré qu'un jour, il allait se pointer à un événement du Barnacle sans le dire à personne et qu'il allait combattre, que ce serait la surprise. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à y croire. Et puis on avait aussi un combat de poids lourd, hein, Ben Roswell qui est devenu champion par KO en 36 secondes. Enfin, ça a vraiment été super rapide. Et à la fin du combat, il a demandé pourquoi pas affronter Mark Hunt. Vous vous doutez bien que Mark Hunt, qui recherche des combats depuis un bon moment, a dit qu'il était partant, qu'il était prêt à l'affronter. Est-ce qu'on verra ce combat? Je ne sais pas. Mais ce serait, c'est sûr, un combat de gros frappeurs. Après, j'en ai déjà parlé. Mark Hunt, ça s'est très mal fini avec l'UFC. Et il soupçonne Dana White de lui avoir fait une très très mauvaise pub auprès de toutes les autres organisations. C'est ce qui expliquerait que Mark Hunt, malgré qu'il soit à la recherche du combat, ait vraiment du mal à trouver. On a aussi eu le PFL ce week-end avec Paul Hughes contre Ousmane Nurmagomedov. Nurmagomedov qui a gardé sa ceinture dans un combat très serré. Franchement, je pense que c'est le genre de combat qui va faire beaucoup de pub au PFL. Quelque chose de très serré. On voit encore une fois que l'écart entre la team Nurmagomedov et le reste du monde est en train de fondre. Et c'est très bien, ça tire le MMA vers le haut. Vraiment, le PFL, je pense, a réussi sa soirée sur ce coup-là. Et moi, j'ai aussi regardé le One FC. Il y avait du Muay Thai. C'était magnifique. Franchement, le One FC, je regarde pas assez. Il faut que je m'y mette beaucoup plus. Il y avait une dizaine de combats de Muay Thai avec des gants de MMA dans la cage, du chaos, mais à foison. Les combattants se jettent dessus. Ils veulent le bonus. Ils ont faim. Il y a des mecs qui perdent le premier round. Alors, j'ai plus les noms en tête. Hein, c'est beaucoup de Thaïlandais, etc. Et il y a un gars, au premier round, il s'est fait détruire les jambes par des low kicks. J'ai cru qu'il allait pas repartir au deuxième. Au deuxième round, il se fait compter sur un low kick et après, il donne tout. Il va marche avant, il finit par s'imposer. Il y a aussi un combattant qui s'appelle Nabil Hanan. Il est mi-thaïlandais, mi-algérien. Il a un physique de dingue pour la catégorie. Il est super grand. Il vient de prendre la ceinture intérim. La suite pour lui, ça va être très intéressant. Mais franchement, j'ai adoré la soirée du One FC. C'était vraiment quelque chose. Autant le MMA, je suis assez critique, hein, vous le savez, moi je regarde surtout l'UFC, le PFL je regarde jamais, je regarde surtout ce qui se passe à l'UFC, mais pour ce qui est du Muay Thai, je pense qu'ils sont largement devant. Et puis on avait aussi de la boxe anglaise, Naoya Inoue, magnifique, il est passé à 29-0, il s'est imposé par KO au 4e round. Son adversaire, je vais être honnête avec vous, n'a pas existé du combat. Il a réussi à passer 2 enchaînements coup sur coup qui ont touché. Après, Naoya Inoue n'a pas été ébranlé du tout.
Moi, ce gars-là m'impressionne, c'est les poids très très légers, hein. Vous pourrez aller voir Naoya Inoue, japonais, ne serait-ce que par ses déplacements et par sa présence, il domine ses adversaires. Ça me bluffe, quand il frappe, ça va fort, ça va vite. Le KO qu'il met, ça a été tellement vite, j'ai pas su si c'était au foie ou au visage. Impressionnant, son adversaire n'a même pas été compté une fois, hein. Il l'a mis au tapis, hop là, dès l'arbitre a compté, c'était terminé. C'était même pas un knockdown, c'était un knockout direct. Félicitations à lui. Et quand même un petit mot du PFL, puisque Don Davis, hein, le CEO, le boss du PFL, s'est exprimé suite à sa soirée. Et l'objectif en 2025, c'est de développer la marque à l'international. Ils veulent faire de gros combats hors des États-Unis. On le sait, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment misé là-dessus. Ils n'ont pas vraiment misé sur le public qui venait voir les combats. Ils misaient beaucoup sur ce qui était la diffusion à la télé, hein, la retranscription. Ils ont aussi annoncé le début du PFL Afrique, le début du PFL Australie. Forcément, il s'est exprimé sur la fusion entre le Bellator et le PFL. D'après lui, ça rend les choses beaucoup plus simples. Maintenant, il n'y a qu'une seule ligue. C'est mieux pour les fans, ils vont être moins perdus. Le tournoi commence le 3 avril, ce sera de l'élimination directe, on en avait déjà parlé. Ça va se passer sur 5 mois, ça va donc être plus court. Encore une fois, beaucoup plus simple à suivre pour le public. Vous le savez, avant, le vainqueur de la saison régulière prenait 1 million de dollars. Maintenant, il ne va prendre que 500 000. Mais il s'est expliqué là-dessus. Au total, il donne plus d'argent à tous les combattants dans le tournoi. Il y a plus de 20 millions de dollars engagés qui reviennent aux combattants. Le vainqueur du tournoi prendra ses 500 000, plus sa paye de base qui est inscrite au contrat, et plus son bonus de victoire. Donc en réalité, il prend peut-être pas 1 million, mais il va peut-être pas en être loin si de base il a un beau contrat. Et puis il s'est exprimé sur Francis Ngannou, qui cette année fera un combat de boxe anglaise et un combat de MMA. Et pour l'instant, tout porte à croire qu'il va commencer par la boxe anglaise, puis ensuite rentrer dans la cage du PFL pour y disputer un combat de MMA. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, mais ne quittez pas, likez, commentez, abonnez-vous, et tout de suite on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. La Minute Auditeur aujourd'hui, je la commence avec Rakid qui me dit la réponse de DDP sur la demande de Strickland vient du film 3, quand Brad Pitt, qui joue le rôle de Achille, combat Hector et lui dit les lions ne pactisent pas avec les hommes, j'avais pas la référence, donc comme ça maintenant tout le monde est au courant. Enfin 2023 qui me dit Alvarez contre Stephens, ça a de l'allure comme affiche. J'aime beaucoup le style de Stephens à l'UFC, j'aimais beaucoup, pardon. Je vais essayer de voir ce qu'il vaut en Barnacle. Bah écoute, on a vu ce week-end, c'est bien vu, je crois qu'il passe à 2 ou 3-0 au Barnacle. Mais moi aussi à l'UFC, Stephens, j'aimais bien. Je ne l'ai jamais vu comme un potentiel champion, mais il était toujours ultra généreux, il venait pour combattre. Gagnant, perdant, il y avait toujours du spectacle et ça c'est quelque chose d'après moi de très respectable. On a Skill qui me dit quand tu as parlé de Marvin Vettori, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Paulo Costa. Si tu as des news, je suis preneur. Aucune nouvelle de Paulo Costa, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Comme je te dis, l'après Adesanya pour Costa a été vraiment très dur. On a enfin qui rebondit et qui nous dit j'y croyais aussi beaucoup à Paulo Costa, mais il est trop fantasque pour ne pas dire idiot. J'ai bien peur que ce soit fini pour lui en espérant me tromper. Et Skill qui dit c'est indiscutable, son âme de guerrier s'est effacée depuis Adesanya. C'est dommage vu sa performance contre Romero et Johnny Hendricks. Et, euh, et enfin, Skill qui remet, j'espère le revoir plus mature stratégiquement, mais qu'il garde son côté sale gosse ne me dérange pas, au contraire, c'est vendeur. Et c'est vrai, moi, le dernier combat qu'on a vu de Paulo Costa, je crois que c'était face, si je ne dis pas de bêtises, à Strickland. Il n'avait pas brillé dans ce combat, alors Strickland non plus, mais moi, j'ai pas vu un futur champion Paulo Costa. Quand il est arrivé face à Adesanya, on y croyait, on s'est dit, il va aller le toucher, il va l'emmener en eau profonde. Finalement, Adesanya l'a mangé, il n'y a pas d'autre mot. Et depuis, c'est très compliqué pour lui. Et puis le dernier commentaire, c'est Jérôme Moto qui me dit changer de camp. Donc tu parles de Johnny Walker. Le gars l'a déjà fait au moins 20 fois dans sa vie et il est toujours aussi nul. Ça va encore rien changer et son prochain combat, il perdra par KO. Le problème de Walker, moi je pense, c'est que le menton s'est effrité. Il avait une confiance en lui quand il est arrivé à l'UFC. Il essayait plein de choses et forcément, quand la confiance est là, ça passe. C'était spectaculaire. KO sur KO, je pense que la confiance en a pris un coup. On a vu que sa lutte n'était pas terrible et surtout on a vu que son menton était loin d'être bon aussi. Il a tendance à s'allonger quand il prend un coup, malheureusement pour lui. Et je pense que c'est aussi ce qui va pêcher. Maintenant, il nous aura offert quand même de bien belles oppositions. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement cette semaine à 17 h. Passez une bonne soirée. Salut.